Campagnol fait en ce moment l'objet d'une curiosité fréquente d'inconnus qui écrivent, à qui je réponds souvent en retard, excusez-moi, d'autres qui me reconnaissent dans les magasins, de chroniqueurs qui m'invitent aussi dans leur émission, 3 le mois prochain, Borowski, Tabibian, Azalbert, d'organisateurs de conférences, aussi la prochaine, une sorte de dîner-débat au sud de Lyon, ce vendredi, là, le 22. Regardez ci-dessous, on vous dira au téléphone de quoi il s'agit et où et comment réserver. Vous verrez s'il reste des places. Mais aussi curiosité de certains personnages qu'on a vu traverser la scène dans un rôle de figurant il n'y a pas longtemps et qui sont revenus à l'improviste car la situation, comme vous l'avez remarqué, évolue sans cesse. Par exemple, dans le domaine militaire, or nous en avons vu un de militaire passer récemment, un général qui est donc revenu mercredi avec son ami et élève pilote Frédéric de Larnardière. Il s'agit du général Émile de Rignac qui est en train de parfaire l'instruction de Frédéric pour le maniement de son TB 930, l'avion que Fred vient d'acheter. Lui, c'est un ancien pilote de chasse qui pantoufle depuis 10 ans dans ce genre d'activité lucrative. Il sert de copilote, instructeur à des milliardaires de 40 ans qui ont voulu se payer un jet et qui veulent le piloter eux-mêmes. Il a arrondi sa retraite comme ça. Et pour être tout à fait précis, le général de Rignac, qui n'est pas très vieux, 71 ans, n'a plus tellement besoin d'arrondir sa retraite depuis 6 mois parce qu'une fois l'avion au hangar, il vit dans une assez grande, disons, proximité, intimité avec Frédéric. On a compris que c'est un général qui a une vocation naturelle au célibat, bien qu'il ait eu une fille autrefois avec une Libanaise, une fille qui porte un prénom en A et dont il montre volontiers la photo sur son téléphone. Si le général de Rignac a voulu revenir chez moi avec Frédéric pour prendre un pot l'autre jour dans ma cuisine et se poser à l'aérodrome voisin par un temps épouvantable, mais ça fait partie de la formation apparemment, c'est parce que Campagnol a été cité récemment et publiquement par un autre général que Rignac aime beaucoup, le général Coustou, à propos d'un troisième général qu'il aimait encore plus, le général Georges Lain, mort de l'éclatement de sa chaussure de basket après avoir terminé la supervision du chantier de Notre-Dame. C'est trop bête, hein. Le général Coustou a souligné publiquement les doutes que suscite dans le milieu militaire et chez ceux qui en sont proches la mort du général Georges Lain qui était si droit, si rigide, si atypique, si catholique, si semblable à son ami Rignac. Ce sont des hommes que Christiane appelle volontiers les Templiers. Christiane affirme, elle est d'ailleurs en train de faire un livre là-dessus, comme je vous l'ai dit, que certains hommes dont font partie Frédéric et Monsieur de Rignac sont en quelque sorte trop farouches de naissance. Ce sont des hyper masculins. Ils sont durs à la douleur, calmes mais hyper tendus à la fois, très peu humoristes, passionnés par les moteurs, par la mécanique, la géométrie, la topographie, des grands amateurs d'aviation et souvent de musique. Et ils aiment bien être ensemble, même sous la douche. Gustave a fait allusion à ce Georges Lain qui avait dirigé le chantier de Notre-Dame et dont il nous avait parlé l'autre jour. Mais là, le général de Rignac a paru légèrement en retrait par rapport à la première fois. Il a dit, je le connaissais mais sans plus, et il a mentionné les propos du général Coustou, lequel, après ses déclarations récentes, avait révélé qu'on l'avait menacé de mort. Qu'avait dit donc ce fameux général Coustou pour être l'objet d'une menace de mort? Eh bien, il avait dit qu'au moment d'envoyer l'armée s'interposer face aux gilets jaunes, la question des provocations violentes armées et donc de la légitime défense des soldats, armés aussi, s'était posée évidemment, mais que les ordres présidentiels à l'époque n'allaient aucunement dans le sens d'une interdiction de se servir des armes. En somme, on laissait la chose à la libre appréciation des militaires. Et j'ai confirmé, j'ai dit que j'avais entendu le général dire ça dans cette interview, qui naturellement a été détourné pour lui faire dire que Macron avait donné l'ordre de tirer sur la foule. Il a dit non, mais quand on met des militaires armés face à la foule, on s'expose à des réactions, donc comme c'est un lâche, il n'a pas assumé, mais ça revenait à ça en effet. Et j'ai ajouté que le général Coustou, à cette occasion, avait remis sur le tapis les doutes que j'avais moi-même exprimés publiquement sur la mort du général Georges Lain, parce qu'il partageait les mêmes. Il a même chaussé ses lunettes sous la caméra, et j'expliquais à mes amis, là, pour lire une phrase que j'avais écrite. Une phrase où je disais qu'il faudrait qu'il fasse, lui, attention de ne pas aller désormais seul sur les chemins de montagne, parce qu'on n'était sûr de rien avec les celles et ceux. Et là, notre général Coustou a dit oui, dans cette République, on en fait des tonnes sur l'abolition de la peine de mort, mais apparemment elle existe encore quand on gêne le pouvoir, et il a cité Bérégovoy, Monsieur de Grossouvre, etc., sous Mitterrand. C'est assez vrai, là c'est moi qui parle.
Pan, ça y va fort quand même chez les vertueux républicains. Il y a eu aussi Fontanet, qu'on peut citer, Boulin. J'ai ajouté que plus près de nous, il y avait une chose très troublante, l'horrible Hollande qui avait avoué avoir eu recours à ce genre d'opération. Certaines chutes du 8e étage étaient très peu commentées, je dis dans la presse française, le président de Biogroup par exemple, le fils Fabius, le pianiste Stéphane Blais visiblement, et je dis on manque beaucoup de temps pour les enquêtes en France sur les chutes de balcons, mais heureusement il y a une poignée d'Américains trumpistes qui sauvent l'honneur en ce moment et qui ont l'air décidés à allumer le projecteur. Et pendant que je disais ça, le général de Rignac demandait tout fort, car il est un peu sourd, à Frédéric, qui c'est le fameux abonné au Monde. On le lui a désigné parmi nous, alors il a fait un pas vers lui, et il a dit, sachez monsieur que tout ce qu'on dit est vrai, et que vous seriez même stupéfait de savoir combien de choses monstrueuses on vous cache. Par exemple, les troupes françaises sont déjà sur le terrain en Ukraine depuis belle lurette, sans aucun accord préalable du Parlement, évidemment. Et là, je l'interromps, et je m'interromps moi-même pour vous suggérer d'aller entendre la suite en zone franche, en zone libre, grâce au lien ci-dessous, parce que ça a décoiffé un peu cet entretien. Il a été question de tout, mais alors vraiment de tout. À tout de suite. Oui, le général de Rignac était furieux notamment parce qu'avec ces cochons d'Ukrainiens, disait-il, l'aviation d'affaires n'était plus sûre du tout dans toute une partie de l'Europe et qu'on pouvait craindre à tout moment un incident qu'ils allaient faire évidemment attribuer aux Russes. Et c'était valable jusqu'au-dessus de la Pologne et de l'Allemagne, a-t-il dit. J'ai dit à Fred et à Vladimir qu'il valait mieux s'éloigner de ce théâtre en ce moment. Et Vladimir, qui le tutoyait, ça m'a paru bizarre, a répondu au général, la Pologne c'était exceptionnel, on n'y va plus, on fait l'Allemagne et la Lituanie en ce moment, mais t'as raison, je vais me rabattre sur les ports espagnols et portugais, et donc vers l'Afrique très prochainement. On n'en a pas su davantage, mais apparemment il s'agissait toujours d'exporter des gros véhicules. En tout cas, le sujet a été éclipsé par l'autre, le principal, dont on a enfin le droit de parler, puisque tout le monde en parle, y compris Macron lui-même, c'était l'affaire Brigitte, à savoir le supposé transgenrisme de la femme du président, et le lien avec les deux autres sujets qui précèdent, vous allez voir, était tout naturel, en dépit des apparences. Mais avant toute chose, pour les gens qui suivent les médias officiels TF1, France 2, etc., et qui donc ne sont au courant de rien, je rappelle en 3 mots ce qui se passe. Il se passe ce que Léon avait prédit il y a presque 2 ans, des rumeurs insistantes de plus en plus étayées par des enquêtes, des photos, des recoupements, des analyses biométriques, des incohérences d'état civil, tendent à prouver que madame la première dame, là, est en vérité son frère aîné qui aurait changé de sexe vers les 35 ans. Rumeur reprise en ce moment à grand tapage aux États-Unis par le camp Trump et par le biais d'une vedette du commentaire politique, une métisse assez mignonne qui tient une chronique très suivie, très trumpiste, une certaine Candace Owens qui a fait tout un exposé à l'adresse de l'Amérique profonde pour décrire le sac de nœuds du transgenrisme à l'Élysée. Elle a repris les différentes enquêtes, elle a dit que c'était une découverte majeure, un tremblement de terre, que ça montrait à quel point ils nous mentent. Non seulement cette théorie du frère aîné qui emprunte le destin et le nom de sa sœur morte ou disparue tient la route, mais j'y crois de plus en plus, a-t-elle dit, et je vous invite à y croire et à enquêter avec moi. Et Gustave a ajouté, il y a un livre qui sort cette semaine en France, un livre qui semble aller dans le sens du désamorçage de tout ça et qui parle de rumeurs mensongères, mais d'après mes informations, a-t-il ajouté, qui, entre parenthèses, corrobore les miennes, un livre qui a été caviardé, contrôlé, modifié par l'éditeur sur pression de dernière minute. En plus, l'éditeur est en fait une obscure officine sous influence de l'actionnaire Bernard Arnault et de la femme du porte-parole de Tsahal, qui est aussi actionnaire, ce qui donne une certaine ligne éditoriale, on peut le craindre. En tout cas, le contenu a été visiblement tellement orienté que l'ouvrage est sous-titré désormais « Anatomie d'une fake news ». Et là, j'ai arrêté l'abonné au Monde qui semblait prêt à protester pour lui dire « Écoute, c'est pas le sujet, le sujet pour l'instant c'est plutôt une phrase que j'ai retenue de mémoire, une phrase de la fameuse blogueuse influenceuse américaine, là, qui a 3 millions d'abonnés derrière elle sur YouTube, et qui dit, texto, l'ensemble de la presse en France est impliquée pour tenter de dissimuler ce mensonge, sous-entendu le mensonge selon lequel la première dame en serait vraiment une, et là, ce qui est amusant, c'est qu'elle appuie, l'américaine, sur tous les points de la biographie qui font mal, et notamment sur celui qui, en tant qu'américaine, lui a sauté aux yeux.
Brigitte Macron a dit apparemment qu'elle était seule aux États-Unis pendant l'arrivée des astronautes sur la Lune, donc en 69, et la chroniqueuse en question dit attendez, s'il faut en croire la date de naissance qu'on nous donne, elle était seule aux États-Unis à 16 ans. Mais on se fout de nous, là. Alors que si elle est bel et bien son frère aîné à cette époque-là, elle en avait 24, et là, c'est plus plausible. Bon, là, c'est moi qui parle, c'est juste un point de détail, mais qui donne le ton de l'attaque frontale, résolue, pointilleuse de cette Américaine influente, qui dit aussi que la presse française est tétanisée, rien sur les journaux télévisés, et qu'elle va donc faire le boulot à sa place. Et là, j'ai rendu hommage à Léon, lequel, depuis un an, nous annonce que certes, nos maux viennent de la mondialisation, mais que le remède pourrait en venir aussi. En d'autres termes, si nous sommes malades de l'omerta américaine dans tous les domaines sanitaires, économiques, etc., la parole libérée là-bas va déferler aussi sur nous. D'autant plus, a dit Léon, qu'il n'y a plus d'autre moyen désormais de coincer Macron. On voit bien qu'une course a été engagée unilatéralement par Macron lui-même, tout seul, une course à la provocation belliqueuse contre la Russie, dans le genre viens de battre, t'es pas cap, et que les procédures pour l'arrêter, les procédures administratives, légales, sont trop lourdes pour l'urgence qu'il y a à réagir. La destitution au titre de l'article 68, tout ça c'est trop encadré. L'opposition ne fait pas son travail, donc, a dit Léon, j'en reviens à ma première certitude, ce mensonge d'État sur les mœurs de madame est devenu une affaire stratégique mondiale, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et Gustave, qui avait lu, comme d'habitude, tout ce qui concernait les révélations américaines au sujet de Brigitte Macron, a souligné que d'ailleurs la question du genre en elle-même était secondaire désormais dans l'esprit de la plupart des commentateurs. C'était plutôt la relation d'un professeur avec un élève underage, c'est-à-dire 14 ans, sous l'âge légal, qui posait un problème. Et là, pour l'Amérique trumpienne, c'est une façon d'exorciser l'affaire Epstein. Malgré elle, Brigitte Macron devient le symbole de ce dont on ne veut plus. C'est donc bien, a dit Gustave, la thèse de Christiane qui prévaut, celle du bouc émissaire. Le couple Macron est en train de devenir le repoussoir, une sorte de témoignage vivant des péchés du passé, un scandale sans lequel on ne peut pas rebâtir le monde vertueux qu'on voudrait. Et, a dit Christiane, c'est tellement vrai que vous observerez que le président français veut aller à toute allure dans la redéfinition législative du passé. La forclusion en cas de détournement de mineurs par personne ayant autorité tombe dans un an seulement, en 2025. Il fait donc tout son possible pour qu'une loi établisse le mythe du consentement comme s'il n'y avait aucune pression psychologique du maître à l'élève. Christiane a dit, comme je le soupçonnais, la plupart des choix du président français n'ont pour objet que de le conforter, lui, dans sa position psychologique personnelle. Le type est en train d'essayer d'asseoir progressivement l'idée d'un état d'urgence guerrier au moment où tout le monde, même le pape, calme le jeu. Et vous savez pourquoi ? Ben non, on t'écoute, dit Gustave. C'est un truc bien puéril, c'est un calcul de gamin vicelard. Il veut instaurer l'état de guerre, même à l'échelle de la seule France, pour pouvoir rester au pouvoir plus longtemps. Il paraît qu'il y a des textes qui disent qu'en cas de guerre déclarée, les élections présidentielles sont suspendues, et l'abonné au Monde a dit, tant que j'ai pas vu les textes, je n'ai aucune confiance dans cette interprétation. Je ne connais pas les textes non plus, a dit Christiane, mais moi je connais le bonhomme, et des conduites comme la sienne, c'est monnaie courante en psychiatrie. Là, l'abonné au Monde, qui n'a pas son pareil pour reprendre servilement les désamorçages du pouvoir, a laissé entendre que, de toute façon, cette fille-là, l'américaine accusatrice, l'imprécatrice, était connue pour son antisémitisme. À quoi j'ai réagi à mon tour en disant, on voit pas trop le rapport. Moi, je le vois, a dit Gustave, c'est le même principe que pour les gens qui doutent du vaccin. Tu les accuses d'antisémitisme et de croire au passage que la Terre est plate, etc. C'est comme ça maintenant. Dès que tu remets en cause une vérité établie, quel que soit le domaine, tu deviens antisémite ou platiste, ce qui veut dire, en toute logique, que lorsque tu es un fervent partisan d'Israël, au contraire, tu es en revanche toujours du côté de la vérité. Là, dit Gustave, où ça interroge un peu ces histoires, c'est que dès l'apparition des premières enquêtes américaines sur le sexe de madame, tu vois paraître en France, dans un journal qui s'appelle Tribune Juive, un long plaidoyer solennel et très vigoureux en faveur de Brigitte, du genre « Nous ne croyons rien, madame, de ces calomnies, vous avez tout notre soutien ». Donc apparemment, c'est un soutien de principe, farouche, résolu, militant, dans le genre circulé, il n'y a rien à voir, sans aucun autre argument, sans jamais se pencher sur le dossier au fond. Ben, c'est exactement ce que fait la presse généraliste depuis le début. Quand je dis le début, c'est par exemple depuis les Gilets jaunes.
Ensuite, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et maintenant à propos de Brigitte. Donc, l'accusation agite toujours le soupçon d'antisémitisme à tout hasard pour essayer d'éloigner l'opinion des vraies questions. Mais dis donc, c'est toi, et toi seul, qui appelle ça des vraies questions, a dit l'abonné au Monde. Et Gustave a dit, tu veux qu'on fasse un sondage? La première vraie question qui se pose, a-t-il dit, c'est de savoir si le président est fou et sous substance psychotrope susceptible d'altérer gravement son jugement. Et puis, question corollaire, sa situation psychologique depuis l'enfance est-elle de nature à menacer son équilibre et donc le nôtre, évidemment? Si oui, pourquoi et comment lutter, etc. Et c'est là que nous aimerions savoir si Léon a des lumières sur cette question, puisqu'il en a bénéficié par le passé, lorsqu'il nous a annoncé que Macron allait être le levier de la chute pour leur monde nouveau, là. Il nous disait que rien ne se passerait comme prévu par Davos, parce que Macron était le maillon faible, le prétexte pour s'amender, pour changer de direction, le bouc émissaire qui permet de réconcilier tout le monde et d'en finir avec les erreurs du passé. Je vois pas mal de trucs, a dit Léon, en effet, l'extra-lucide, hein, mais je veux pas qu'on m'interrompe parce que ça me vient pendant que je le décris. Tu as compris, ai-je dit à l'abonné au Monde, tu as le droit de critiquer, mais pas pendant qu'il parle. Il a qu'à parler, a dit l'abonné au Monde, de toute façon on sait déjà ce qu'il va dire. Là, Gustave est intervenu et il a dit, d'après l'avant-première à laquelle j'ai eu droit hier, non, il y a de l'inédit là-dedans. Hein. En tout cas, il maintient que les nations vont s'entendre contre Macron d'un seul coup, à tel point que si Poutine le frappe personnellement, tout le monde, y compris l'OTAN, dira, c'est bien fait, le petit Macron avait exagéré. Et là, Léon a confirmé, il a dit que la situation avait un côté problème de maths, dont il connaissait déjà le résultat, et toute la difficulté maintenant était de recomposer le raisonnement de la Providence pour expliquer ce qui allait se passer. Le raisonnement de la Providence, n'importe quoi, a dit l'abonné au Monde. On avait dit que tu l'as fermé. Léon n'a pas fait 2 phrases que tu nous emmerdes déjà. Dommage qu'il soit venu sans sa femme, a dit Christiane, qui a souligné qu'elle se radicalisait en ce moment et qu'elle allait finir d'extrême droite. Léon a fait taire nos petites plaisanteries en disant sur un ton de sérieux impressionnant: c'est vrai que je vois en ce moment se dessiner dans un avenir assez proche certains prodiges et que j'essaie de recomposer ce qui nous y mène. Premier prodige, mais ça fait plus d'1 an que je vous l'ai dit, l'Ukraine, dans 1 an ou 2, deviendra un pays grand comme la Picardie à peu près. Il va être dépecé entre Hongrois, Polonais, Russes, etc. parce que l'Ukraine a volé des populations entières à tous ses voisins. Il y aura donc négociation. Kiev deviendra un nouveau Berlin, mais un Berlin européen, car contrairement à l'autre Berlin, les Américains vont se retirer entièrement du jeu, comme en Afghanistan, et les Allemands régneront sur ce qui reste de l'industrie ukrainienne, mais surtout il va se produire quelque chose d'énorme et d'un petit peu ennuyeux pour nous. C'est, comme je vous l'ai dit, que Macron va attirer la foudre sur la France au moment où les Américains auront mieux à faire que de voler à notre secours. Première chose, les révélations américaines sur le passé de sa femme, ou prétendues telles, vont s'accélérer parce qu'on n'a pas de moyens plus rapides d'essayer de l'arrêter. Donc tout le discours qui consiste à dire « ah non, mais c'est des affaires privées, après tout on s'en fiche, etc. » Tout ça devient caduque à partir du moment où la vérité sur Macron et Madame devient un enjeu et un moyen de pression principalement politique et stratégique destiné à affaiblir son pouvoir de nuisance avant qu'il ne fasse envoyer par l'Ukraine des fusées françaises sur le territoire russe. Donc je vois, a dit Léon, que les équipes de limiers américains vont travailler dur pour aller le plus vite possible et que derrière le sujet futile et sans importance du changement de sexe de l'épouse, on va trouver d'autres choses qui ont trait aux origines et à l'enfance, au passé, donc, du président lui-même. Je suis persuadé, a dit Léon, qu'il n'est pas issu de ses parents selon l'état civil. Je le vois, moi, tomber d'une grande famille, livré par une cigogne à un couple de médecins. Mais comment peux-tu te permettre de dire une chose pareille, a dit l'abonné au Monde. Et Léon a eu cette réponse exquise. Les voyants peuvent tous permettre, ils peuvent se permettre de tout dire, et encore, vous avez de la chance que je ne fasse pas une transe avec la bave aux lèvres sur le tapis. J'ai demandé, ça t'est arrivé déjà? Non, jamais, je te rassure. En tout cas, une chose amusante s'est produite. Il était assis légèrement à l'écart de la table de la salle à manger, et au moment où il nous a annoncé presque humblement qu'il parlait à titre de voyant, d'extralucide, d'inspiré, mon petit chien lui a bondi sur les genoux, et il a dit « Je pense que le fait d'accabler Macron comme je vous l'ai annoncé va devenir un élément clé de la campagne présidentielle américaine. Je pense qu'on va trouver autre chose que le sexe de sa femme pour alimenter les conversations.
C'est Gustave qui m'a parlé de ce film américain que j'ai vu en effet à l'époque, qui s'appelle The Omen, la malédiction, où un petit garçon qui semble venu de nulle part, en fait substitué à la naissance à un enfant mort-né avec la complicité d'un aumônier maléfique, monte inexorablement vers le pouvoir en faisant disparaître tous les obstacles autour de lui. Dans le film, c'est l'Antéchrist. Là, je sais pas, je pense que non. Je rappelle que l'Antéchrist doit séduire et doit réaliser des prodiges, alors que là, tout le monde le déteste, et les prodiges, on les attend encore. Il reste quand même plusieurs choses troublantes dans cette histoire. Le peu de ressemblance entre lui et ses parents selon l'état civil, son peu de proximité apparente avec eux. Par exemple, on les a jamais vus à Brégançon, ni presque jamais d'ailleurs dans les réunions de l'Élysée. Ensuite, il y a quelque chose d'encore plus troublant, c'est le métier de la mère. Ils sont tous les deux médecins, les parents, mais la mère s'occupait de l'accompagnement des transsexuels à la sécurité sociale en Picardie. Et là, on se rapproche de la question précédente. On se demande quel est le lien éventuel avec Brigitte dans l'hypothèse où tout ça, cette histoire de changement de sexe, est vrai, bien entendu. Ensuite, pour correspondre encore davantage avec le film The Omen, il y a ce repêchage systématique dans tout ce qu'il fait, dans les études. On le rattrape sans arrêt après l'échec. Et il en a connu énormément aux examens. Dans l'affaire de mœurs avec sa professeure, aucune plainte, aucune enquête, une exfiltration sans douleur. Partout, des protections mystérieuses, une entrée et une scolarité à l'ENA pour le moins atypiques. On lui paye son premier appartement. Celui qu'il paye est un affidé des Rothschild. Ensuite, le voilà dans la banque, et pas n'importe quelle banque, la même. Il entre encore chez les Rothschild, les yeux fermés. Oui, a dit Léon, nous avons là un petit Damien protégé dans son ascension, comme dans le film américain The Omen, y compris par des morts suspectes. Par exemple, une fille annonce à un ami par SMS « Ah, j'ai trouvé un truc énorme sur le couple Macron, rendez-vous demain à 3h à la Bastille. » Et le lendemain, on retrouve la fille noyée à Saint-Malo. Mais, a dit Léon, en interrompant les protestations du genre « ça veut rien dire », et en haussant la voix, contrairement au Damien du film américain The Omen, Macron est visiblement programmé non pour régner, mais pour faire chuter le règne du mal à force d'imprudence personnelle et de suffisance. Et chose très importante, dans le film, ça coïncide avec l'apparition d'une comète, et dans les textes aussi. Or, nous allons en avoir une en novembre, et qui pourrait barrer le ciel comme celle de 1577, ce qui va inquiéter beaucoup les foules. C'est une terreur ancestrale. L'idée qu'une punition est en route va être catalysée par la comète, vous allez voir. En attendant, ce garçon, le Macron, a désormais toute l'Amérique conservatrice sur le dos, et je vois revenir quelqu'un en scène, parce que la Providence est une sorte de pièce de théâtre, et des personnages qu'on a vus au premier acte ressurgissent au dernier. Je vois revenir un personnage incroyablement facile à acheter, qui est Benalla. L'Amérique conservatrice n'a pas le temps de faire une longue enquête circonstanciée. Le temps presse, à cause de l'attitude de Macron sur l'Ukraine, qui devient dangereuse. L'Amérique a besoin d'un scoop mondial, et elle va l'obtenir, à mon sens, par le biais d'un transfuge qui va témoigner. Et alors, ça peut être quelqu'un d'autre, mais moi je sens que Benalla est le candidat idéal. Je sens que l'auteur de la pièce lui a réservé un rôle en deux parties. Révélation de la voyouserie du système Macron au début du mandat, et curé final, par vengeance contre ceux du système Macron qui ont voulu sa peau. Benalla est copain avec les régimes arabes, les financiers corrompus, il est basé à Genève, il a connu toutes les turpitudes du régime. Si on lui dit « t'es protégé, ta fortune est faite, tu passeras ta vie entre Dubaï et Los Angeles si tu consens à un grand entretien avec Tucker Carlson par exemple, où tu raconteras ce que tu as vu dans les vestiaires de Brégançon », l'affaire devrait être conclue assez vite. Y compris par l'ADN d'ailleurs. N'oublions pas non plus que Benalla a des amitiés russes et peut servir, et sert déjà à mon avis, de messager entre les deux blocs qui ont grandement besoin de se parler en ce moment. S'il fait tomber Macron, sa fortune est faite, mais aussi bizarrement son renom auprès des BRICS, des nations émergentes et du monde arabe. Il passera pour une sorte de héros de la sagesse du tiers-monde face aux dérives scandaleuses de l'Occident. Mais, à ajouter Léon, ça ne suffira pas pour faire tomber Macron complètement, parce qu'à lui seul, le coup du changement de sexe, de genre, là, n'est pas perçu comme une abomination par l'opinion mondiale.
relation entre personnes ayant autorité et mineurs de 15 ans, là, ça va être plus dur, d'autant qu'on a collé en prison récemment des enseignants pour le même motif. Mais Macron, comme victime de cette relation, qu'il revendique d'ailleurs comme consentie, Macron n'a aucun souci à se faire. On ne va pas l'accabler pour avoir été détourné en tant que mineur. Nous ne nous dit pas, a dit l'abonné au Monde, qu'on va lui reprocher non plus d'être un enfant adopté, quand bien même ce serait vrai. Je vois pas où serait le crime. Mais moi je le vois, a dit Léon, je vois qu'il y a dans ce parcours des choses inconcevables. Je vois des choses qui évoquent bel et bien le diable, en fait des choses qui invoque plutôt qu'elle n'évoque. Je vois qu'il est entouré de symboles, de superstitions, qu'il les accumule, il invoque des puissances lointaines en se croyant protégé. Je le vois habité par un imaginaire complètement cinglé. Depuis le début, on dit il est l'âme damnée de l'Amérique, mais il est l'âme damnée de bien plus haut que l'Amérique. Il est en rapport avec tout ce qui grenouille dans le bas royaume des esprits, ce qu'on appelle le bas astral. Son esprit est dans l'occulte. Il dit depuis le début qu'il est amené à tutoyer des mystères puissants, des mystères cruels. On peut dire qu'il est né dedans, comme Obélix dans la potion magique. Lui, c'est dans le malsain, dans le retors. Je te dirais que s'il n'avait pas fait ce métier de menteur, de manipulateur, il serait devenu cinéaste ou romancier dans l'horreur, dans le genre Stephen King. C'est un personnage qui a l'imagination du mal, de la faille chez autrui, qui n'a aucune limite morale, un peu comme ces enfants qui font souffrir les animaux et à qui ça ne fait rien, à qui ça procure vaguement une satisfaction mêlée de curiosité. Donc, comme on l'a souvent dit, Macron est un lointain écho de ces empereurs romains qui obligeaient les gens à coucher entre eux, à se suicider, à s'humilier en public. Moi, je vois tout ça, a dit Léon, dans un bloc, et je le ressens très précisément. Je vois les lieux, je vois des foules en colère. Je vois que la suite de son parcours va avoir un rapport très fort, très angoissant avec Berlin, qui va étonner le monde. Et que bizarrement, c'est ça qui va faire chuter ce garçon. Je le savais, a dit Gustave, la von der Leyen le tient. Oui, mais pas sur le plan financier, pas pour le vaccin ni rien, elle le tient à cause de ce que les Américains lui ont dit. À qui? À von der Leyen? Oui. Sur quoi? Sur Brigitte? Non, sur son passé à lui, sur l'avant-élection, sur l'avant-ENA. Il a été compromis, marqué par la bête, comme on dit. On peut en quelque sorte parler de bizutage, de rite de passage, d'initiation, comme si ses maîtres avaient voulu lui faire quelque chose de compromettant, d'inadmissible pour s'assurer de sa docilité devant les entreprises futures. Chez Brigitte, c'est pareil, le changement de sexe est finalement totalement secondaire. Ce qui compte, c'est ce qu'il dissimule, ce qui s'est passé juste avant et juste après. C'est ça qui a de l'importance, toute cette partie de sa vie sur laquelle on n'a rien. En fait, on a quelque chose au moins sur le creux des années 80. Elle a fréquenté les mêmes forces occultes que sa créature, 10 ans après. Elle l'a introduit auprès de ces forces qui sont à la fois celles de la notoriété et celles de la compromission. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'éprouve le même malaise presque métaphysique en pensant à ce couple que quand je pense à Charles Manson et à sa bande. Il y a une atmosphère de compromission radicale pour arriver dans ces hautes sphères et pour s'y maintenir. Il y a l'obsession du showbiz, du succès public, l'obsession de faire partie de l'élite sans posséder le talent nécessaire. Il a raison, a dit Gustave, Charles Manson fréquentait le compositeur des Beach Boys comme s'il voulait à l'époque lui voler la recette de son triomphe, la faveur des foules. Oui, a dit Léon, vous rajoutez à ça la drogue qui vous fait croire que c'est à votre portée, et je vois le tableau tout entier, jusqu'au dénouement, et c'est affreux. Il y a cette espèce de paroxysme à la fin, quand il tue tout le monde. C'est l'expression d'une impasse absolue, et c'est celle où je vois placer Macron devant la guerre. Il veut être classé parmi les plus grands cinglés de l'histoire, à défaut d'avoir pu y entrer autrement, et la raison pour laquelle Trump envoie désormais l'artillerie sur l'affaire Brigitte, c'est qu'il n'a aucune envie d'arriver au pouvoir en novembre avec une situation en Ukraine envenimée par un guignol français. Tout ça est bien obscur, a dit l'abonné au Monde, c'est la méthode Léon, ça. Il parle d'une atmosphère de compromission, mais il n'y a pas le moindre fait. C'est vrai, a répondu Léon, mais justement, le propre de la période qui s'annonce, c'est que les faits vont se précipiter pour compléter ma perception des choses, de l'atmosphère générale. Je vois en outre cette période de leur vie à tous là comme très angoissante. Ça rappelle en effet le film The Omen, il y a quelque chose d'inexorable. Pour résumer, on dirait qu'ils ont vendu leur âme au diable véritablement. D'ailleurs, les signes d'allégeance au malin
pullulent dans leur entourage, dans leur décor, les triangles, les losanges, les cornes, les symboles occultes dans les photos officielles. Je vous l'ai dit, ça va devenir à la mode même de remonter ce fil-là, ce jeu de piste, et de noircir ces deux personnages pour faire oublier que l'Amérique a produit au fond le même genre d'odieux protagonistes entre Obama et sa prétendue femme, Hillary qui a toléré 40 ans son vicieux de mari qui figurait déguisé en femme sur une grande toile de l'appartement d'Epstein, les histoires de pédophilie en Floride, à Washington, le trafic d'organes, de cellules fraîches. Je vous ai dit que tout va converger inexorablement vers la culpabilité de la France. On va parler énormément de l'appartement de l'avenue Foch détenu par le réseau Epstein là encore. On va charger la mémoire de l'horrible Pierre Berger. Du coup, l'image même du luxe français va souffrir terriblement dans cette opération. En attendant, a dit l'abonné au Monde, ton Musk là est allé dîner à l'Élysée avec Bernard Arnault. Oui, mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est un signe d'allégeance? À mon avis, c'est le contraire. Il voulait se rendre compte, il voulait voir si Macron est aussi dingue que prévu, qu'on le dit. Ça, il a sûrement pas été déçu, a dit Vladimir, en prenant à témoin le général de Rignac. Le Macron en a profité pour envoyer un message à Poutine pour lui dire, dis donc, à propos, ça m'arrangerait que tu arrêtes de faire la guerre pendant la période des Jeux. Ça serait fair-play de ta part. Alors qu'il vient de le menacer d'une guerre totale. Non mais, a dit Vladimir, tu imagines le mec Poutine attendant en touche pour reprendre le match pendant que les pom-pom girls défilent sur la pelouse. Et là, naturellement, nous avons demandé au général de Rignac, qui était là, s'il pensait qu'en cas d'ordre officiel d'envoyer des troupes, le commandement français le ferait. Et Rignac a dit, il n'a pas compris que désormais l'armée française c'est l'OTAN et que si l'OTAN a dit non, c'est non. Nos militaires diront qu'ils obéissent à l'OTAN, le haut commandement français va lui renvoyer à Macron le message selon lequel, puisqu'il parle tout le temps de décisions européennes, pour une fois il y en a une, et comme d'habitude, elle va venir d'Amérique, et ce sera non, on n'y va pas. Léon a continué, parallèlement les Allemands vont le lâcher publiquement pour une histoire complètement imprévisible. Il va y avoir, je le répète, quelque chose qui se passe à Berlin. Un affront, une révélation quelconque. Quand? Pendant les Jeux Olympiques? Non. Ils auront lieu alors? Je les vois avorter, a dit Léon. Ils vont essayer de donner le change, mais la moitié des BRICS, des pays non alignés, n'iront pas pour protester contre les révélations et en prétextant que la sécurité des athlètes n'est pas assurée. Et le gouvernement français, par la voix de son président complètement dingue, là, va passer la vitesse supérieure pour essayer de juguler la parole en décrétant artificiellement l'état de guerre. Alors là, il peut notamment piquer l'argent des caisses d'épargne, mais aussi faire taire les gens sur les réseaux, geler leurs comptes comme l'a fait Trudeau au Canada. Et alors, a dit Gustave, il va y parvenir. Non, moi je crois qu'il n'y parviendra pas justement, a dit Léon, parce que la course à la vérité sur son passé, sur sa monstruosité personnelle, va être déclarée ouverte. Ce sera un peu comme si la police avait débarqué dans la villa de Sharon Tate une demi-heure avant l'assassinat. Tout ça est incompatible avec le fait que la France doive, selon toi, recevoir des fusées russes sur ses usines d'armement, a dit l'abonné au Monde. Tu nous as annoncé l'autre jour ces trucs-là, il faut choisir. Non, je vois les deux. Je vois que Macron fait l'objet d'une défiance générale radicale dans son propre camp. Van der Leyen elle-même se détourne de lui. J'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs, a dit Léon, mais je vois que les Allemands, en tout cas, l'exigent d'elle. Ça veut dire que le soutien ou non à Macron devient une énorme affaire de politique intérieure allemande, comme s'il avait porté atteinte à la nation entière. En tout cas, j'ai la certitude qu'avant de faire quoi que ce soit contre Macron, Poutine va prendre l'accord de Trump et de l'OTAN, le but étant de punir le français tout en ne compromettant pas les négociations de paix et la partition de l'Ukraine. Et alors, tu vois qui, pour la France, à la table des négociations? Je vois que la France sera un paria, en tout cas. Elle sera observatrice, elle sera tout juste tolérée. Eh ben, dit Gustave, c'est charmant. Et tu vois qui en France pour la représenter? Je veux dire, pour remplacer le prince maudit, là, le Damien de la malédiction, mais le grand monarque, pardi, a dit l'abonné au Monde. Bah oui, a répondu Léon. Il y a en effet un effet Jeanne d'Arc dans tout ça. C'est comme l'écho d'une situation historique passée. La France dépecée, amoindrie, choisissant un étendard nouveau, chassant les profiteurs et les oppresseurs. On a déjà connu ça dans l'histoire. En tout cas, a dit Léon, en revenant au terre-à-terre, il faut être fou pour croire que le pays va payer sa dette. Si c'est ça, a dit l'abonné au Monde, sa signature vaudra plus rien et personne ne lui prêtera rien. Si, a dit Léon, je vois bizarrement que la France fera l'objet d'un nouveau plan Marshall en provenance de Russie, pendant que les Américains sont occupés à panser leur plaie après une catastrophe naturelle sans précédent.
la Russie et la Chine vont s'entendre pour se partager le monde. La Chine va dire à la Russie, d'accord, l'Europe c'est votre jardin, c'est votre histoire, et pour notre part, nous allons être occupés à redresser l'Amérique après le désastre. Nous avons déjà beaucoup de population là-bas, nous ferons passer l'opération pour de l'humanitaire. Et l'abonné au Monde a dit, il faudra aussi que tu nous dises le rôle de Rennes-le-Château dans tout ça. Bon, c'est pas très dur, Rennes-le-Château, a répondu Léon, fait partie de ces lieux qui témoignent que le diable est enquisté fréquemment dans certains endroits comme une tumeur et qu'il essaye de temps en temps de pousser des métastases, mais il n'aura jamais le dessus une fois de plus parce que c'est écrit. Je vais même vous dire, l'inauguration de Notre-Dame reconstruite, là, va s'accompagner du phénomène de la comète et l'histoire en gardera la trace bien davantage, bien plus longtemps que de l'épisode Brigitte, croyez-moi. Toutefois, a conclu Léon, bizarrement, ce que je vois flasher pratiquement devant moi, c'est la question qui va occuper tout le monde. C'est qui est devenue la vraie Brigitte? Et ça va passionner les foules, croyez-moi. Écoute, a-t-il dit à l'abonné au Monde, les gens passent leur temps à résoudre des énigmes dans des séries télévisées, et là tu voudrais qu'ils laissent tomber. Mais nous verrons cela un autre jour. Eh bien, je vous invite à patienter jusque-là. À bientôt, merci.